La seconde création vit la fin des elfes et l'avènement de l'humanité. Quand le monde fut enfin vacant, Azarine reçut l'autorisation d'y déverser sa création, l'homme, à la condition que son âme ne lui appartienne pas en propre, à l'image des créatures d'Aor, mais que celle-ci soit l'œuvre du Panthéon et contienne la fameuse étincelle du néant. Ce qu'il accepta à contre-cœur, estimant que tel était le prix à payer pour voir enfin ses enfants prendre leur place. Parmi les humains originels, il en était un remarquable en tout point, Kanak. Aussi fut-il celui choisi pour enfanter ceux qui quitteraient Iboréa pour gagner le monde. À ce dessein, Kanak, fils de Careus, eut 8 enfants, dont l'âme fut altérée ainsi qu'ordonnée, et qu'il prépara longuement à cette tâche. Ces 8 enfants enfantèrent à leur tour, et formèrent rapidement 8 tribus, qui, une fois suffisamment peuplées, quittèrent le domaine sacré d'Iboréa pour rejoindre la parcelle du monde qui leur avait été désignée. 1500 ans plus tard, certains de ces 8 noms furent oubliés, certains échouèrent dans leurs tâches, certains refusèrent leur destin et certains entrèrent dans la légende. Si l'on se réfère aux écrits anciens et que l'on cherche à remonter l'histoire autour de ces noms, on constate rapidement des incohérences, des exagérations et certainement des mensonges sur ce qu'ils firent et qui ils furent. Les érudits sont globalement partagés entre 2 hypothèses. Selon la première, tous les 8 étaient dotés d'une sérieuse longévité héritée de leur ancêtre commun et expliquent pourquoi ces noms jalonnent les premiers siècles de l'humanité. Pour la seconde hypothèse, ces noms se sont transmis de génération en génération comme un titre honorifique et plusieurs personnes se cachent en réalité sous un même récit. Ces 8 noms sont Gaën, Rolf, Kouros, Dana, Avray, Roas, Grel et Abassa. À l'évidence, la colonisation du monde ne se déroula pas comme prévu. Les 8 tribus débarquèrent pour trouver l'ère des glaces, un monde ravagé par les vestiges de la guerre des rêves, la misère, les dangers et la faim. Et les arrangements de dernière minute que fit Azarine ne les contenta pas vraiment. L'aîné des 8 était Gaën l'impitoyable. Autoritaire, charismatique, volontaire et obstiné, un royaume vaste et accueillant lui avait été promis. Au lieu de cela, les siens découvrirent des reliefs ravagés par les éruptions volcaniques constantes, peuplés par une faune réduite au seul meilleur prédateur, tous en concurrence. Second fils, Rolf le sauvage, reçut les terres émergées du nord, constituées d'îles éparses et de péninsules inaccessibles. Fervent défenseur de la nature, Rolf et les siens étaient de ceux qui eurent du mal à quitter Iboréa. Aussi se délectèrent-ils de lieux aussi préservés où les elfes n'avaient visiblement rien corrompu. La fibre familiale étant peu développée parmi la seconde tribu, lui et son peuple coupèrent là les ponts avec l'humanité, pour un temps. Troisième par la naissance, Kouros le conquérant adulait son frère aîné et l'imitait en tout. Aussi était-il convenu de longue date que leurs 2 tribus s'établiraient en contact l'une avec l'autre. Il reçut donc les terres du nord-ouest, pour moitié couvertes de hautes montagnes, dans lesquelles hélas les premiers dragons blancs avaient trouvé refuge, défendant leur territoire bec et ongle, et pour autre moitié un désert autrefois verdoyant, mais désormais épuisé par la guerre des rêves. Si la colère de Gaën était sourde et contenue, celle de Kouros était tonitruante. Première fille de Kanak, Dana hérita des plaines de l'extrême est, vertes et venteuses, dotées d'une immense côte où venait mourir l'océan. La plus haute chaîne de montagnes du continent l'isolait du reste du monde, et le froid parvenait avec peine à défier l'air salé du large. Éprise de liberté, elle remercia le sort, et les siens se dispersèrent pour écouler des jours heureux. Les conflits entre Gaën l'impitoyable et Avray le brave ne datent pas de leur venue sur le monde. Même en Iboréa, le premier fils jalousait la confiance et le charisme dont son jeune frère faisait montre, au point de jeter une ombre sur ses propres prouesses. Avray hérita des régions du centre, à mi-chemin entre tout,
mer, montagne, désert, comme un lien voulu entre toutes les tribus dispersées. S'il trouva aussi un monde gelé et inhospitalier, ce fut Orn, puissance de la terre, qui fut chargé d'assurer la protection de sa tribu, et malgré le froid, les terres se révélèrent si fertiles que la nature parvint à fournir aux siens de quoi survivre au prix de maints efforts. Descendants de Canak et donc de Careus, Averay et les siens étaient taillés pour survivre dans cet enfer de glace. De tous, Roas le Sage était le plus calme et le plus réfléchi, et peut-être même le seul à l'être. Considérés comme ennuyeux et passifs, les siens héritèrent du sud-ouest, un domaine étriqué coincé entre les terres volcaniques de Gaën et les vallées gelées d'Avray. Sa tribu accepta son sort, consciente d'être là où il fallait, pièce d'un schéma divin dont la compréhension n'était pas accessible. Dernier fils de Canak, Grêle hérita du sud-est, aux portes de la forêt de Strongil, une zone chaotique tellement pervertie par la guerre des rêves que tout y était un danger. De tous, Grêle fut le plus révolté par son destin, et résolut de prendre sa revanche en chamboulant les cartes, d'où son titre de corrompu. Avec les siens, il gagna la sécurité des nombreuses cavernes et attendit son heure. Dernière fille de Canak, Abassa la visionnaire reçut le sud lointain lors d'une promesse qui lui fut faite que cette terre l'attendait et avait besoin d'elle pour renaître. Elle débarqua avec ses frères au nord, et les rigueurs du climat l'empêchèrent de voyager vers la terre promise pendant 2 siècles. Sa tribu erra de place en place, tantôt accueillie, tantôt refoulée, peu désireuse de s'installer et guettant des signes qu'Abassa recevait en rêve. Après 200 ans d'attente, ce périple prit fin quand elle décida de guider les siens vers le sud, au mépris du danger. La quasi-totalité de sa tribu mourut en chemin, et ceux qui parvinrent au bout du voyage découvrirent un désert aride et sans vie. Selon les légendes les plus optimistes, Abassa s'y ouvrit les veines et son sang irrigua le désert. Selon d'autres moins optimistes, les enfants d'Abassa la mirent à mort avec rage, mais le résultat fut le même. Quand il devint évident au Panthéon que l'humanité ne s'en sortirait pas seule, celui-ci prit des mesures pour assurer sa survie. Au problème épineux de l'existence des dragons, le Panthéon répondit par la transformation de certaines communautés excentrées en géants. Aor révéla à certains chamans la magie du sang, et accompagna de sa bénédiction leurs tentatives pour devenir les remparts de l'humanité contre les immenses reptiles ailés. Les dragons étaient nombreux dans le nord-ouest et dans le nord. Aussi les géants apparurent en plus grand nombre dans ces régions. Si ceux du nord-ouest avaient fort à faire avec les irascibles dragons blancs, aiguillés par les puissances de l'eau et de l'air, les géants du nord, eux, pacifièrent rapidement celui-ci, perdant du même coup leur raison d'être. À mesure que les années s'écoulèrent, les géants du nord réclamèrent le nord comme leur territoire, et aucune tribu humaine ne put s'y opposer. C'est là que les puissances de l'eau et de l'air convainquirent Rolf de les rejoindre, en l'aidant à se débarrasser de ces nuisibles protecteurs géants. La majorité des géants fut détruite, certains se soumirent, certains s'enfuirent et d'autres encore étaient restés fidèles à Rolf. Quoique déçus par le Panthéon et désormais reconnaissants envers leurs nouveaux maîtres élémentaires. La seconde tribu fut celle qui déferla en premier sur les vallées voisines d'Averay, inaugurant le premier conflit de grande ampleur entre humains. Quand Grêle entendit les clameurs de la guerre, il sut que les enfants d'Averay étaient maintenant trop occupés pour venir à l'aide de sa future proie, la tribu de Dana. Celle-ci s'était développée dans un environnement préservé et pacifique, et les enfants de Grêle réfugiés dans les profondeurs avaient trouvé, en suivant la voie de la mort, un étrange moyen de subsistance, se dévorer entre eux. Solution salutaire s'il en est, elle ne pouvait durer éternellement, et les enfants de Dana s'agitaient sous leurs yeux affamés depuis assez longtemps
pour comprendre qu'ils n'en feraient qu'une bouchée le jour où leurs puissants voisins regarderaient ailleurs. Et ce jour était venu. Grêle fit sortir son peuple difforme des entrailles de la terre, où tout le monde l'avait oublié, et se jeta sur ses frêles et apeurés cousins dans l'indifférence générale. L'Est et le centre du continent tout entier étaient en proie au chaos, et l'Ouest paraissait alors un havre de stabilité. Gaën comprit alors qu'il avait une opportunité. Insatisfait depuis si longtemps du sort qui était le sien, il parvint à convaincre le jeune Kouros qu'il devait quitter ces terres indignes de l'Ouest pour secourir l'Est et y restaurer l'ordre. Kouros et la 3e tribu abandonnèrent ainsi leur désert de poussière et leurs montagnes draconiques pour naviguer vers l'Est afin d'y appliquer leurs lois. Gaën étendit ainsi son royaume en avalant le nord-ouest, et quelques années plus tard, défit Roas le Sage et incorpora ses terres aux siennes, dominant l'Ouest tout entier. Quand Kouros débarqua à l'Est, ce fut pour constater les ravages de la 7e tribu dévorant les enfants de Dana, quand ceux-ci ne parvenaient pas à fuir. En effet, incapable de se défendre, la 4e tribu vivait depuis le début des hostilités en se déplaçant sans cesse, dans une fuite éperdue à l'issue certaine. Kouros et les siens s'annoncèrent comme les sauveurs providentiels, d'autant plus que le chef de guerre semblait épris de sa jeune et séduisante sœur aux abois. Il comptait bien, avec les siens, s'opposer à Grêle et gagner ainsi le cœur et le respect de tous. Mais il se trouva parmi la 4e tribu des voix dissidentes qui militaient pour une toute autre solution, venue à eux peu avant l'arrivée de Kouros, et basée elle aussi sur la magie du sang qui avait créé les géants. Avant l'arrivée de Kouros, Dana était résolue à utiliser cette solution extrême. Mais depuis que ses yeux étaient tombés sur Kouros, elle s'était mise à douter. Elle hésita trop longtemps à choisir, et sa fille Mara, pour qui Kouros paraissait inquiétant, choisit la seconde solution. Alors que Mara s'enfuyait avec les siens vers le destin qu'elle avait choisi, Kouros décida de l'arrêter par tous les moyens. Et dans le conflit qui s'ensuivit, Dana s'interposa et mourut tuée par son amant, permettant à sa fille de fuir. Les Dan étaient exsangues et désormais divisés et sans chef. Autant dire que pour Kouros, il ne représentait plus rien. La 3e tribu asservit les Dan qu'elle avait sous la main et qui ne voulaient plus fuir. D'autres Dan reprirent leur déplacement incessant, trop épris de liberté, et d'autres enfin se livrèrent à la magie du sang, décédant lors du procédé ou devenant autre chose. Toujours est-il que Kouros et les siens repoussèrent Grêle dans les profondeurs et qu'il se proclama maître incontesté de l'Est. Pour Gaën, cette victoire inespérée de Kouros plaçait les fertiles vallées centrales en tenaille entre lui et son plus fidèle allié. Broyer Havray et Rolf n'était plus qu'une formalité. Mais le sort en décida autrement, car les incessants combats qui avaient ravagé le monde produisirent pour la première fois les conséquences que nous connaissons bien aujourd'hui. Incapables de trouver le repos, les morts se relevèrent partout et en tout lieu. Et face à cela, aucun camp n'était préparé. L'ampleur du phénomène, dit-on, arrêta net la rébellion des esprits élémentaires. Quand ils se retirèrent du monde, Rolf et les siens quittèrent également le Nord pour les suivre, abandonnant de fait l'humanité.